Nous commençons cette semaine par un focus sur la gestion de l'eau à Lisbonne, puis reportage sur la fonte des glaciers qui fait bouger la frontière entre Suisse et Italie. Deux belles découvertes pour terminer. Nous suivrons la chef étoilée Guylaine Arabian à Tanger et partirons récolter le jasmin de Grasse, un trésor pour les parfumeurs. Lisbonne et la gestion des eaux, c'est toute une histoire. Au XVIIIe siècle, cet aqueduc est construit. Il va permettre le développement de la cité, jusque-là confrontée à des pénuries d'eau importantes. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'eau est aussi synonyme de catastrophe, avec des inondations dramatiques. Actuellement, un vaste chantier est en cours pour contenir les effets de ces épisodes de pluie. Depuis plus de 7 siècles, la vie s'écoule ici dans le quartier d'Alfama, au son de la fontaine dite de l'intérieur. C'est le berceau de Lisbonne, une vie rendue possible par une nappe phréatique et son captage dès le XIIIe siècle. Les fontaines étaient un point de rencontre. Elles étaient la vie, ici à Alfama, sur cette colline, la colline du château, où la vie à Lisbonne a commencé. C'est ici que Lisbonne est née, car il y avait de l'eau, et donc il y avait toujours des familles près des points d'eau. C'est là que les enfants jouaient. Au pied de la colline d'Alfama, sous le château Saint-Georges, surplombant le Tage, se trouve aussi la fontaine du roi, qui n'est plus alimentée aujourd'hui. Elle possédait 6 becs, chacun étant dédié à une catégorie de population en fonction des classes sociales. C'était l'un des principaux points d'eau de la ville. Au XVIIIe siècle, la partie occidentale de Lisbonne va se développer grâce à l'arrivée de l'eau et l'implantation d'une trentaine de fontaines, comme celle du Rateau. C'est l'aqueduc des eaux libres qui va alimenter Lisbonne jusqu'en 1974. 65 mètres de hauteur au-dessus du Val d'Alcantara, c'est aujourd'hui la pièce maîtresse du musée de l'eau. L'aqueduc a été construit pour tenter de résoudre le problème de pénurie d'eau. La ville était en pleine expansion, la population augmentait. Effectivement, le roi Dom Juan V, à l'époque où il était au pouvoir, a finalement compris le problème. C'était pas seulement un problème du XVIIIe siècle, c'était plus ancien. Mais à ce moment-là, c'était grave. Ils ont compris qu'il fallait de l'eau à Lisbonne. Ils ont donc profité des sources existantes. Il y avait de nombreuses sources. L'aqueduc était alimenté par 77 sources. L'eau circulait dans des rigoles latérales de part et d'autre du cheminement destiné à l'entretien. Des canalisations couvertes pour protéger la précieuse ressource des impuretés et de l'évaporation. Avant la construction de l'aqueduc, une famille avait accès à 6 litres d'eau. Après la construction de l'aqueduc, dans un premier temps, c'était 7 litres et demi. Et à la fin, 14 litres par personne. Donc, on voit déjà une grande différence. Actuellement, à Lisbonne et en Europe en moyenne, le consommateur utilise 136 litres par personne. C'est un bien précieux et rare. 55 km de galeries pour acheminer l'eau depuis Sintra. Sous la dictature, les hommes de la police politique les utilisaient pour se déplacer discrètement. Aériens ou souterrains, avec des architectures variées, les tunnels pénètrent jusqu'au cœur de la ville, jusqu'à la pièce maîtresse du dispositif, le réservoir principal de Mãe das Águas, la mer des eaux. Un bassin de 7,50 m de profondeur, d'une capacité de 5500 m3, dessiné par l'architecte militaire hongrois
Carlos Mardel. Ce n'est pas un réservoir typique. C'est un réservoir dont l'architecture ressemble presque à celle d'une église ou d'un temple. Au fond, c'est aussi pour mettre l'eau en valeur. C'est un temple de l'eau, en ajoutant à ce système fonctionnel une composante esthétique très forte. Ça fait partie de l'époque. Ça fait partie du règne de Don Juan V. Il aimait rendre ses œuvres emblématiques. Depuis le réservoir, à partir de 1867, l'eau arrivait directement dans les maisons. L'une des portes de l'aqueduc s'ouvre sur la terrasse de San Pedro de Alcântara et sa vue sur la partie orientale de la ville où Lisbonne s'est développée autour de ses premières fontaines. Si l'eau permet la vie, elle peut aussi apporter le chaos. Très régulièrement, la basse ville de Lisbonne est submergée, comme ici en 2022. 115 inondations en 150 ans. Et comme pour amener l'eau au XVIIIe siècle, on creuse un tunnel pour s'en débarrasser. Cet engin grignote les collines de Lisbonne. Au point mort depuis une vingtaine d'années, le plan de drainage de la capitale est enfin en cours d'exécution. Un chantier monumental, l'un des plus importants en Europe. 6 km de tunnel pour évacuer l'eau des intempéries vers le fleuve. 700 ouvriers se relaient 24 heures sur 24, livraison prévue en 2026. Vous avez de l'eau? Philippa Rosetta est la conseillère municipale chargée du dossier. Dans la ville aux 7 collines, dont la morphologie favorise les inondations, la municipalité a privilégié une approche globale. Ce que la ville essaie de faire, c'est de prévenir les inondations dans la zone basse. C'est une situation qui va résoudre les pics les plus accentués. Mais la ville construit également de nombreux bassins de rétention, qui sont des zones d'espaces verts qui vont retenir l'eau dans toute la ville, pour empêcher que l'eau atteigne les égouts et le système de drainage. C'est une partie très importante que nous développons. Nous y consacrons beaucoup d'attention. Stocker, mais aussi recycler, y compris les eaux usées pour leur donner une deuxième vie. C'est dans la station d'épuration de Beirolas, qui traite les rejets de 213 000 habitants, que se déroule une opération pilote. Ici, des traitements supplémentaires permettent d'obtenir Agua Mais, eau plus, une eau dépolluée, utilisable pour l'irrigation, la voirie ou l'industrie, comme le prévoit la réglementation européenne. Cette eau est à la fin du processus de traitement. C'est une eau de classe A et elle est prête à être utilisée. Sur les 54 000 mètres cubes traités chaque jour ici, 4 500 sont réutilisés. La plupart pour l'arrosage des parcs voisins de l'usine. Le Portugal recycle 2,7% de ses eaux usées. C'est encore très loin des 8% de l'Italie ou des 14% de l'Espagne, mais ce ne sont que les balbutiements. Nous avons commencé ce processus relativement récemment au Portugal. Et l'objectif est qu'il augmente de manière exponentielle. Il n'est pas nécessaire d'arroser les jardins avec de l'eau potable. Il n'est pas nécessaire de laver les rues avec de l'eau potable. Le chemin que nous empruntons est d'augmenter la capacité de production et aussi la capacité d'utilisation. Pour cela, il est très important que les agents économiques, les acteurs de l'agriculture et les municipalités s'inscrivent dans cette logique, ce qu'ils commencent à faire progressivement pour pouvoir utiliser cette eau qui a une seconde vie après que nous l'avons bue. Et dans les années qui arrivent, ce ne sera certainement pas du luxe. Car au Portugal comme ailleurs, les sécheresses sont et seront de plus en plus fréquentes. Habituelles au sud, elles touchent désormais tout le pays, y compris Lisbonne. Les inondations, elles aussi, seront plus nombreuses. Selon ce climatologue de l'Université de Lisbonne, les deux phénomènes sont étroitement liés. Si les pluies apparaissent après une période sèche et se produisent avec grande intensité, le sol est sans protection, avec peu de végétation. Les particules du sol sont plus désagrégées et il y a tendance à plus d'érosion et à ce que les matériaux soient transportés vers le lit des cours d'eau. Il y a clairement une relation entre les sécheresses et les inondations, l'une à cause du manque d'eau et l'autre à cause de l'excès d'eau. Mais elles se produisent dans des contextes qui peuvent être liés au changement climatique.
Le plan de drainage de Lisbonne est dimensionné pour des crues centennales, mais la ville n'est pas à l'abri de précipitations plus importantes. Mais Lisbonne et l'eau, c'est aussi une histoire de résilience. L'aqueduc des Eaux Libres a été l'un des rares ouvrages à survivre au terrible tremblement de terre de 1755. Entre l'Italie et la Suisse, le réchauffement climatique a aussi des conséquences surprenantes. Avec la fonte des glaces, difficile de savoir où se trouve la frontière entre les deux pays. Elle évolue rapidement de quelques mètres. Et tout là-haut, dans les Alpes, au Petit Cervin, le chalet d'altitude vit au rythme d'interrogations. Avec le temps, ce glacier posé entre la Suisse et l'Italie a perdu de sa superbe. Son manteau blanc est grignoté par le gris de la roche, aux grandes dames des adeptes du ski d'été. Peu de neige l'hiver, des étés très chauds, le réchauffement climatique. Alain Wicht assiste depuis 40 ans à la fonte de ce géant qui trône à plus de 3300 mètres. C'est sûr que ça fait mal au cœur de voir ça. Si on regarde le Petit Cervin en haut, on voit en dessous, au centre, deux roches. Et sur la roche de gauche, qui aujourd'hui vraiment, on ne voit plus que la roche qui apparaît, dans le temps il y avait du glacier et également de la neige sur laquelle on pouvait descendre à ski. Alain Wicht n'est pas un simple observateur. Employé par l'Office fédéral de topographie, il est responsable de la frontière nationale suisse. Armé de son GPS, il vérifie que rien n'a bougé. Avec 17 satellites, ça va être parfait. On aura une bonne précision qui va être en dessous du centimètre. Rien à signaler sur cette borne posée sur de la roche, mais la situation a bien changé devant ce refuge italien. En fait, l'ancienne frontière passait par ici, parce que dans le temps, le glacier était à peu près 3 mètres plus haut que moi. On devait de ce point ici descendre pour entrer au restaurant. Donc on voit bien le retrait de la glace et par rapport à ça, la frontière qui s'est déplacée. Et en reculant, le glacier a fait bouger la ligne de partage des eaux qui traditionnellement définit la frontière. Si l'eau s'écoule vers le nord, le territoire est suisse. Si c'est vers le sud, il est italien. Démonstration dans les locaux de l'Office fédéral de topographie à Berne. En jaune, on a l'ancienne ligne de partage des eaux 2015. En rouge, on a la ligne de partage des eaux en 2022. Sur la roche, ça c'est très stable même, tandis que dans le temps, on avait un piton glacier qui a fondu, d'où le déplacement de la ligne de séparation des eaux. Le refuge-restaurant se trouve désormais à mi-chemin entre la Suisse et l'Italie. Située dans l'une des plus grandes stations de ski au monde, la bâtisse devenue un enjeu économique fait l'objet d'intenses tractations entre les deux pays. Mais doit-elle pour autant changer de nationalité ? Les clients ne sont pas tous d'accord. Je crois, voilà, niveau honnêtement de nourriture et des prix aussi, c'est mieux si c'est italien. La différence entre l'Italie et la Suisse, la nourriture en Italie est bien meilleure, l'organisation un peu meilleure en Suisse. Alors, si ça pouvait être l'entre-deux, ce serait parfait. Une situation qui n'amuse pas employés et gérants des lieux. Ces négociations ont retardé les travaux de rénovation de ce vieux refuge construit en 1975. C'est une histoire sans fin car ce n'est pas facile de travailler ici. Il y a des problèmes car même si nous sommes sur un glacier, nous devons chercher l'eau en contrebas. Ce sera plus facile de travailler dans un nouveau refuge plus moderne. Le glacier ayant partiellement disparu, difficile de déterminer une frontière naturelle, d'autant que les nombreux chantiers d'aménagement du domaine ont rendu le terrain illisible. Un développement économique qui donne à la délimitation de cette frontière plus d'importance encore. Il y a une entrée d'argent, donc il y a des impôts qui sont pris là-dessus, et c'est toutes des choses qui doivent être déterminées par rapport au pays. De savoir de quel côté ils payent ses impôts. Par rapport au personnel, c'est des frontaliers, c'est des Italiens. Et tout ça, c'est l'importance de déterminer une frontière. Alain Wicht a participé aux négociations bilatérales. 12 ans de discussions pour aboutir à un accord au printemps dernier. La Suisse et l'Italie doivent encore le parapher, mais si tout se passe bien, le refuge devrait rester italien.
Rendez-vous à présent sur les hauteurs de la Casbah de Tanger pour une rencontre particulière. La chef étoilée Guylaine Arabian a délaissé ses fourneaux du nord de la France pour relever un double défi. Concocter 2 dîners haut de gamme aux saveurs locales. À ses côtés, un jeune chef d'une vingtaine d'années, autodidacte et fan de la française. Une association couronnée de succès, un reportage coloré et succulent. La chef Guylaine Arabian atterrit à Tanger, au Maroc. Pour le festival Sama, elle va pendant 2 soirs prendre les rênes des cuisines d'une célèbre maison d'hôtes au cœur de la Casbah. Une plongée dans la ville du Détroit qu'elle visite pour la première fois. L'occasion aussi d'une rencontre entre la chef du nord de la France et les saveurs d'un marché méditerranéen. Une rencontre également avec Abdellah, jeune chef autodidacte bombardé pour 2 soirs second de la cuisinière doublement étoilée. Aventure humaine et gastronomique sous le ciel de Tanger. Je suis un grand fan de Guylaine, j'ai regardé les émissions qu'il a fait, le Top Chef, de gaspillage alimentaire. Je m'en fiche, qu'on soit impressionné ou pas. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose qui peut ni me troubler, ni en sens négatif, ni en sens positif. J'arrive, je suis là pour travailler, il est là, c'est le chef. Et moi, sur ce que je fais là, j'ai quelque chose à lui donner. Mais lui, il a aussi quelque chose à me donner, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Je m'appelle Abdullah. Je fais la cuisine marocaine internationale, un peu méditerranéenne, un peu français. Et je commençais de travailler au Darnour. J'ai commencé plongeur. Après une année, je commençais d'apprendre un petit peu la cuisine et tout. C'est pas la première fois que je viens au Maroc. C'est la première fois que je cuisine au Maroc. Vous avez cuisiné à partir de ce qu'on a trouvé ici directement. Oui. Il n'y a pas eu, on n'a pas triché. On a fait directement avec ce qu'on a trouvé dans le souk. J'ai été quand même assez époustouflée de voir la variété de choses qu'ils avaient, qu'ils pouvaient nous présenter. Et il n'y a rien de restrictif. Donc comme je voulais faire du poisson, et qu'ici il y a le marché de Tanger, le marché avec les pêcheurs qui est extraordinaire, effectivement, on est parti sur un turbo. C'est un turbo qui était pêché ici, un beau turbo sauvage. Et puis les légumes, il y avait tout. J'ai trouvé plein d'herbes que je ne pouvais pas encore trouver à Paris, mais qui étaient ici. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui vous en met plein le nez, c'est quand on passe devant les stands d'épices d'olives. Ils ont 10 sortes d'olives. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. J'ai eu un plaisir infini, là, et puis j'y retourne ce matin parce que j'ai fait le marché hier pour le repas d'hier soir et je refais aujourd'hui pour le repas de ce soir parce que dans mon millefeuille de légumes, il y aura peut-être un nouveau produit ou ce sera peut-être les mêmes, mais je m'en fiche. Le tout, c'est d'aller voir ce qu'ils peuvent me proposer et tout ça. Ça, c'est fabuleux. Même pour les légumes, avant de l'acheter, ils goûtent cru. Les odeurs, moi, les odeurs me guident beaucoup. Plus que le goût, c'est l'odeur. Je suis attirée par une odeur et je vais partir vers l'odeur. Alors quand je vois toutes ces épices-là qui sont là, et tout, il y a ça. Et puis il y a un savon noir que je ne savais pas ce que c'était. Ça faisait des grosses montagnes comme ça, on dirait de l'ambre, avec quelques transparences dedans. Je dis, mais c'est quoi? C'est du savon noir. C'est bon pour la peau, on fait ça. Mais si on lave les carreaux avec le savon noir, ils sont magnifiques. Je trouve ça fabuleux. Et en cuisine, c'est pareil en fait. On a chacun son savon noir. Hein. Fais-la danser, quoi, ta cuisine. Fais-la danser. Ce qui était drôle, c'est qu'hier, après le service, les deux responsables de salle sont venus me voir en disant « Ah, mais on a bien aimé, là, ce que vous nous avez obligés à faire. » Je dis « Bien sûr, c'est un restaurant, ici. Hein, on n'arrive pas en disant « Alors maintenant, j'en ai 8, j'en ai 7, j'en ai 3. » On n'est pas au marché. On n'est pas au marché. C'est comme un soldat en cuisine. Il faut gérer la cuisine, il faut gérer la salle aussi. Moi, je suis quand même un peu du Nord, donc on est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, la rigueur, ça, vous ne comprenez pas. Mais quand le service a commencé à tourner, ils ont vite compris. Hein. Ils ont vite compris qu'en fait, ce que j'exigeais, ça allait leur faciliter la vie. Les 2 jours qu'on va passer avec Guylaine, c'est comme 2 années de travail. Mais pour moi, j'aimerais bien passer un 100 ans avec Guylaine. C'était tellement frais.
Voilà, il y avait une espèce de fraîcheur dans le bordel que je trouve que c'était formidable. Formidable, et en fait, ils en ont tiré tout ce qui était important pour eux et ils l'ont ressenti, ce qui était important, aussi bien en cuisine qu'en salle. Vous avez ramené de la rigueur du Nord, mais ils ont réussi quand même à laisser rentrer un peu de soleil de la Méditerranée. Oui, mais bon, la rigueur, c'est bon aussi. Hein. On apprécie d'autant plus ce soleil après. Hein, d'accord. Le jasmin est l'un des trésors de Grasse. Dans les Alpes-Maritimes, ils sont encore quelques petits producteurs à chérir cette fleur dont le parfum fait le bonheur des grandes maisons de luxe à la renommée internationale. Il est 6 heures, c'est l'heure, au lever du jour. Voilà, elle est juste parfaite. Il ne faut pas que la fleur soit brûlée par le soleil. On va vraiment, tous les jours, adapter les heures de récolte au meilleur moment, lorsqu'elle est le plus parfumée, lorsqu'elle va se donner intensément. Une tradition pour la famille de Carole Biancalana, le jasmin. Son arrière-grand-père a connu l'âge d'or, puis vint la crise. Envolée du prix des terrains, diminution des terres cultivables, désintérêt des parfumeurs. Après quelques décennies où la situation était plutôt assez morose en Pays de Grasse, il y a un retour des parfumeurs, il y a un retour de la demande. On assiste à la volonté du parfumeur d'avoir son producteur, son champ d'exception. Toutes ces fleurs sont réservées par l'un des plus grands parfumeurs français. Il y a 16 ans, elle crée une association, un groupement pour fédérer les petits producteurs. Hier, avec la rosée, il était plus banane. Ce matin, avec le vent, il est plutôt amande. Leur permettre de se développer, de séduire les grands noms du luxe. À quelques kilomètres de là, en plein cœur de Grasse, dans le jardin de la maison Dior, le créateur cherche l'inspiration. Elles sont bien droites, elles sont belles. Si ses concurrents Chanel, Lancôme viennent d'acquérir de nouvelles terres, lui continue de privilégier les partenariats. Elles sont moins jolies que celles qui sont en contrebas. Avec les petits producteurs locaux. Vous avez là, vous avez des agrumes. On doit avoir quelques citronnes. Regardez, ils sont encore tout verts. Nous avons une dizaine de contrats sur la région. J'en signe dans les mois prochains un peu plus encore. Et c'est autant de vie que de famille, que d'histoires personnelles. Quand il y a un coup de froid, un coup de chaud, je les appelle, je m'inquiète. Le jasmin est magnifique, tu vois, là, il est super beau. Depuis 2008, le parfumeur et Carole Biancalana collaborent. La production pour les géants de la parfumerie est réservée à des flacons haut de gamme. Normalement, avec des périodes sèches comme ça, tu devrais avoir un absolu super intense. Hein. On a besoin de cet échange, de ce retour. C'est plus comme ci, c'est plus comme ça, j'ai besoin de plus de ci, de plus de ça. Et si on essayait ci, c'est tout le temps des challenges. Et du coup, c'est super motivant. Des millions de fleurs sont nécessaires pour obtenir l'absolu de parfum, l'extrait le plus pur. On est sur quand même un coût de jasmin au kilo qui est de l'ordre de 110 000, 120 000 euros du kilo. Si on va Inde ou Égypte, on descend à 3 000, 4 000 euros. Donc il faut bien aussi que la spécificité du jasmin grassois est quelque chose d'unique. Unique, un terroir exceptionnel et un savoir-faire. Pas de grand domaine pour eux, mais une cabane. Il y a 2 ans, ils changent de vie, se lancent dans le jasmin. Déjà, un grand parfumeur leur a acheté la totalité de leur récolte. Ici, la pression foncière est telle que trouver des terrains, c'est compliqué. Et d'être appuyé par un vrai partenaire et puis avoir un contrat sur plusieurs années, ça nous donne une visibilité. Et on se dit que voilà, dans plusieurs années, on sera encore là. Ils vont même se lancer dans la production de roses dès l'an prochain. La chance que nous avons, c'est également que notre partenaire actuel s'est déjà engagé et nous a déjà dit qu'il allait acheter nos fleurs. Donc elles ne sont pas encore plantées, mais elles sont déjà vendues. Vos roses. Nos roses. Vanessa et Christophe Aubert creusent petit à petit leur sillon. Carole Biancalana, elle, continue d'écrire jour après jour l'histoire familiale. C'est la fin de notre travail et on confie nos fleurs à une autre expertise pour les transformer en absolu. C'est la dernière fois qu'on les voit avant de les retrouver dans un flacon.
Mais déjà, une autre fleur s'impatiente. Son nom, la tubéreuse. Autre trésor des alchimistes. Avant le coucher du soleil, elle exhale toutes ses senteurs. Il faut alors cueillir sans perdre de temps le parfum, la grâce d'une nuit d'été. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.